Alors, bonjour. Je vais donc continuer, toujours, donc on est dans le chapitre 2. Alors, on s'était arrêté là, donc je crois la dernière fois. J'étais un peu fatigué. Maintenant, donc ici, je vais faire un petit rappel de ce qu'on avait vu donc dans la première partie. La première partie, donc, on avait parlé donc des exigences relatives à la formulation d'un bon béton. On devait donc aussi faire appel donc aux exigences donc données dans l'Eurocode 2. Alors, ces exigences donc disent qu'il faut, en plus donc de ce que nous avons vu donc dans la première partie, donc il faut une bonne conception structurale, le choix des matériaux, donc ce que nous faisons donc ici d'ailleurs, donc c'est l'objet donc de ce cours d'ailleurs, soit des matériaux entrants dans la composition du béton. En plus de ça, il faut aussi donc les dispositions constructives, donc les bonnes dispositions constructives. Il faut aussi une bonne exécution, la maîtrise de la qualité, hein, donc les inspections, les vérifications, l'autocontrôle et les vérifications externes aussi. Euh, les dispositions particulières, donc aussi donc, le choix donc, des aciers, donc des revêtements de protection, ainsi de suite. Donc ça, c'est des dispositions donc, aussi qui contribuent à élever donc, le niveau donc, de durabilité donc, des structures. Toujours donc dans cette première partie que je rappelle, on avait parlé aussi donc des classes d'exposition, donc c'était les données liées au projet. Donc pour ces données liées au projet, donc il y avait les 6 classes d'exposition européennes, donc X0, XC, XS, XD, XF et XA. Donc on avait dit donc pour ces classes-là, il y avait 2 classes qui avaient donc des sous-classes 4. Donc il s'agit de XC, on avait XC1, donc XC2, XC3 et XC4. Aussi donc pour la classe position XF, donc qui est indiquée donc cette classe-là est indiquée donc sur les cartes. Donc là aussi on a XF1, XF2, XF3, XF4. Donc ça c'est les classes d'exposition qui sont indiquées donc sur les cartes. Par exemple, donc on a vu donc le cas en France, donc en fonction donc du niveau de gel, donc du niveau de salade aussi. Donc on a pu interpréter donc ce graphique-là. Donc après les classes d'exposition, donc on a vu donc les 16 classes de résistance. Donc on a vu donc les 16 classes de résistance du béton, donc du béton courant. Donc et là aussi donc on a vu que ces classes-là dépendaient donc des classes d'exposition. C'est-à-dire que pour chaque classe d'exposition donnée, donc il y avait une résistance minimale indicative donc pour une bonne durabilité donc la structure. Donc aussi pour le béton frais, on a vu donc les 6 classes. Hein, donc je crois qu'il y avait 6 classes ou 5 classes pour le béton frais. Donc au Sulum test, donc d'après la norme NFON 206-1. Et puis donc connaissant donc ces classes d'affaissement, donc cela peut nous permettre donc de calculer donc la teneur en ciment. Alors, la teneur en ciment, donc, on peut le calculer donc, de plusieurs manières. La teneur en ciment. Donc, bien sûr que la teneur en ciment et la quantité d'eau sont liées. Donc, si vous connaissez la teneur en ciment, vous devez connaître en principe donc, la quantité d'eau. Donc, pour déterminer la quantité d'eau de ciment, on a vu donc qu'il y avait plusieurs manières. On peut se baser donc sur les données, valeurs indicatives minimales données dans les normes. Donc, on a vu donc les valeurs données par la norme NF206, le tableau que je vais montrer donc après. Ensuite, on a parlé aussi donc de la norme du fascicule de documentation P18-0100. Et on a vu donc aussi donc les expériences donc données par Bolomé, donc notamment avec des corrections. Et c'est là où on s'est arrêté d'ailleurs. Donc ces expériences-là, donc Bolomé, la formule de Bolomé et la résolution avec la formule de Dreux nous a conduit donc à connaître donc en plus donc des quantités donc de ciment, donc les autres matériaux donc intervenant dans la fabrication donc du béton. Donc il y a le ciment, l'eau, granulat et puis granulat et sable. Voilà. Donc c'est là où on s'est arrêté. Alors il faut juste comprendre qu'ici, en réalité, donc
Vous voyez donc ici le volume d'air. Le volume d'air est c'est assez grand ici, mais c'est le poids qui est très faible en poids. Donc, quand vous voulez, vous voyez donc la masse volumique de l'air, donc c'est ça fait 1 litre d'air, donc pèse à peu près donc 1,29 10 puissance moins 3, donc c'est 1,29 grammes. Donc c'est très faible. Vous imaginez donc ici, vous avez 19 litres. 19 litres multiplié par 1,29, ça vous donne donc la quantité en kilogrammes qui est très faible. Donc on peut le négliger lorsqu'on va donner donc la masse volumique donc du béton. C'est la raison pour laquelle on donc, vous voyez. Donc ici, je crois que j'ai fait la somme sans utiliser donc le poids donc lié, la masse donc liée au volume d'air. Donc on trouve donc ici la masse volumique de notre béton ici, telle que formulée, est égale à 2389 kg par mètre cube. Bien sûr, donc compte tenu de cette valeur-là, c'est la masse volumique d'un béton courant. C'est pas un béton léger, c'est pas un béton lourd. On va voir ça devant. Alors, donc ici, on va voir donc les données relatives aux parois, donc des dispositions relatives à l'ancienne norme aussi. Vous voyez donc ici, pour le diamètre, donc on a vu que la formule de Bolomé donc conduisait donc à faire donc des corrections donc de la quantité d'eau et d'air en fonction du diamètre utilisé, mais aussi de la quantité de ciment en fonction donc du diamètre utilisé. Donc là, le diamètre de référence était le diamètre D est égal à 20 mm. Okay. Alors ici, ce tableau-là nous donne les dispositions constructives. Donc pour un bon bétonnage, on vous dit il faut qu'en réalité que le D max, le diamètre du plus gros granat, ne soit pas supérieur donc à l'espacement horizontal donc sur 1,5. Donc si c'est d'un espacement vertical, on vous dit donc doit être inférieur donc à l'espacement vertical lui-même. Mais horizontalement, donc pour permettre un bétonnage correct, okay, donc il faut que l'espacement donc soit bien. Ici, au niveau de l'enrobage, vous voyez aussi donc les exigences relatives à l'enrobage selon le BAEL. Le BAEL dit que donc, en réalité, donc, si vous avez une ambiance très agressive, donc l'enrobage donc, minimal donc, était égal à 5 cm. Donc, ça veut dire que votre D, donc le diamètre des plus gros granats, doit être inférieur donc, ici à C. Donc, pour que le granat puisse passer librement. Vous voyez, donc, si D est supérieur à l'enrobage, donc il est bloqué ici. C'est ce qu'on veut éviter. Okay? Alors, il y a aussi d'autres exigences, donc, tenant compte donc, du maillage, donc du ferraillage, voilà. Donc, pour que les granulats puissent passer à l'intérieur, donc il faut que D max soit inférieur donc, à 1,4 R, s'il s'agit des granulés, ou 1,2, donc s'il s'agit donc des granulats concassés. Okay. Pour les dalles aussi, donc, le D max doit être inférieur donc, à la hauteur donc, sur 5. Donc, ça veut dire que si vous avez une épaisseur de dalle donc, égale à 20 cm, alors vous devez prendre un D max, vous devez prendre un D max égal à HM, donc ça devient 20 sur 5. Excusez-moi. Voilà. Donc, pour une dalle, l'épaisseur, donc la dalle peut conditionner donc sur le D max, ok? Voilà. Alors ici, donc là, bien sûr, avec cette norme-là, donc le diamètre donc, a été réduit donc, de 25 à 22,4. La norme NFN 12620 et son amendement. Donc, j'ai pris donc ici un exemple de ferrage que j'ai calculé donc sur robot. Alors, je vais zoomer juste ici. Ce que je voulais montrer, c'est l'importance de l'enrobage, ok? On va essayer de faire comme ça. Voilà. Donc, si vous voyez donc ici, oh, c'est pas trop clair, mais ce que je voulais montrer, donc c'est juste l'enrobage. Vous voyez donc si l'enrobage inférieur, donc je l'avais pris, donc est égal à 1,5, 3,5. L'arrobase supérieure, donc on a pris 3. L'arrobase latérale, donc on a pris 1,5. Ça, c'est compréhensible parce que généralement, donc, dans une poudre, donc, ce sont ces éléments-là qui sont les plus exposés. En partie supérieure, donc, vous avez le carrelage, donc, tout ça. Donc, le béton n'est pas en contact direct avec l'atmosphère, ce qui fait que
son arrobase donc peut être mieux réduit que dans le cas où la structure n'est pas exposée, la structure est exposée plutôt. OK? Donc, dans cette zone-là, vous avez l'arrobase doit être plus grand pour assurer une bonne durabilité donc, et une meilleure protection des aciers. Par contre, ici, on peut réduire l'arrobase parce qu'on va prendre d'autres dispositions supplémentaires, donc mettre le carrelage ou l'étanchéité pour les toitures terrasses. Donc, ça fait que le béton-là, il est moins exposé, il ne sera pas du tout même exposé dans certaines conditions donc, aux environnements donc, agressifs. Voilà. Voilà, donc il faut que l'arrobase soit suffisant, donc c'est l'image répétée. Alors l'arrobase, donc maintenant selon l'Eurocode 2, béton armé. Donc ici, c'est toute une philosophie, hein, ok, donc on va voir ça donc, petit à petit. Les aciers corrodent donc en présence donc de CO2 et de chlorure. Donc c'est les éléments qui corrodent donc les aciers. On a vu qu'il y avait tout à l'heure, donc les 6 à disposition, il y avait la corrosion induite par carbonatation, donc en présence de CO2, et la corrosion induite par les ions chlorure. Donc, c'est les deux types de corrosion qu'on peut avoir. Alors, le béton d'enrobage a pour fonction principale de protéger physiquement et chimiquement donc l'acier vis-à-vis donc de la corrosion. Donc, c'est ça son rôle en réalité. Donc, pour l'acier, donc plus la présence de sel moins, donc entraîne donc la formation donc des FeCl moins plus des anions, ok, qui se libèrent. Et ensuite, on obtient donc ici le dioxyde ferrique, je crois. Donc, le dioxyde ferrique, ok. Alors ceci dioxyde ferrique, donc en formant, donc va prendre du volume et donc va entraîner donc la fissuration donc du parement, ok. Vous voyez donc si vous avez ce travail qui a été fait par Touti, donc voilà. Ici, montre donc le volume des produits de corrosion, donc les aciers, donc les éléments corrosés. Donc, dans les premières phases, donc ici, pendant la durée de vie, donc au départ, donc, vous n'avez pas de corrosion. Donc, par conséquent, donc, le volume est pratiquement nul. Au fur et à mesure que vous vous élevez, donc, vous allez voir donc, le volume donc, va augmenter. Donc, ça montre le début de corrosion. Et ici, vous avez destruction de l'arrobase. Donc, lorsque le volume donc, augmente jusqu'à un certain niveau, donc le béton ne résiste pas donc, à la poussée, donc à la traction, va fissurer. Donc, vous allez avoir donc, la destruction de l'arrobase, donc l'éclatement donc, du béton. Et puis, ça se poursuit, donc la dégradation se poursuit. Donc, il faut déjà, si vous voulez intervenir donc, au niveau d'un défaut d'arrobase, il faut intervenir donc, dans les premières phases. Il ne faut pas attendre que le béton soit très corrodé pour intervenir. Okay? Donc, cette courbe nous montre donc ici que la formation donc, de la rouille donc, entraîne donc, l'éclatement donc, du béton. Et ça se poursuit dans le temps. Et donc, il faut donc prendre des dispositions pour éviter donc, cette situation. Donc, la corrosion, nous l'avons vu, donc, béton, donc, il y a des ions chlorures présents lui-même dans le béton. Dans les ions chlorures, donc, on les rencontre, il y a des ions chlorures liés et les ions chlorures libres. Okay? Donc, il peut provenir donc, de l'eau de gâchage, donc l'origine, ça peut provenir d'un adjuvant, ça peut provenir aussi d'un granulat ou d'un dégranulat et aussi donc, de l'environnement extérieur. Okay? Donc, l'amorçage de la corrosion par les chlorures n'est possible que lorsque la concentration en chlorure dépasse donc, la concentration critique. Donc, je crois qu'on a vu donc, la concentration critique, c'était 0,4%. Okay? Alors, donc, si c'est libre est supérieur donc, à Cl libre critique, qui est de 0,4%, alors c'est le début donc, de la corrosion. Voilà. Donc, pour toujours donc, dans la continuité donc, de la détermination de l'arrobase, donc selon l'Eurocode 2, okay. Vous voyez, donc, j'ai dit, donc c'est un peu long. Ça, on montre donc les phénomènes de corrosion. Alors, pour prendre en compte ces précautions-là, donc, il faut tenir compte donc, des exigences de durabilité. La détermination de la valeur de l'arrobase, on prend en compte. Parmi les exigences de durabilité, donc, il y a l'arrobase.
OK? Donc, j'avais parlé donc tout à l'heure, donc dans l'Eurocode 2, vous verrez donc les exigences de durabilité, vous verrez donc la bonne conception structurale, le choix des matériaux, les dispositions constructives, l'exécution, la bonne exécution, donc les inspections, l'autocontrôle, tout ça. OK? Donc, maintenant pour l'enrobage, donc, on vous dit qu'il faut tenir compte donc de la durée d'utilisation du projet, DUP. Donc, il faut tenir compte donc de la durée d'utilisation du projet parce que les projets n'ont pas les mêmes durées d'utilisation. Le bâtiment donc, a une durée d'utilisation faible par rapport à un monument ou à un ouvrage d'art, un pont. Okay? Il faut tenir compte aussi, donc, dans le cas de l'arrobase, donc le calcul de l'arrobase, il faut tenir compte aussi de la classe d'exposition. On nous a vu donc les classes d'exposition, donc X1, donc jusqu'à XF. Ici, on s'est limité donc à XF, donc il n'y a pas XA, nous allons voir comment intégrer, ok? Et il faut tenir compte toujours dans la détermination donc de l'arrobase, il faut tenir compte de la classe de résistance donc du béton. Nous avons vu tout à l'heure que ces classes d'exposition, il y en avait 16 classes de résistance. Ces classes de résistance aussi dépendaient donc des classes d'exposition. Donc, on a visionné donc ici dans le tableau que nous avons vu donc dans la première partie qui donnait ici donc les résistances minimales, donc en fonction des classes d'exposition. Ensuite, pour la détermination de la classe de l'arrobase, donc toujours, on tient compte de la classe structurale. Donc, il y a classe d'exposition, il y a classe de résistance, il y a classe d'affaissement aussi, donc le slum test, et il y a classe structurale. Donc, cette classe-là, elle est utilisée uniquement lorsqu'on veut déterminer donc l'arrobase donc des éléments. OK? Ensuite, l'autre élément qui tient compte aussi donc de la durabilité, hein, donc d'estimation de l'arrobase, donc c'est le type de ciment. Hein. On va voir dans certains environnements, donc il vaut mieux utiliser donc des ciments adaptés par rapport à l'autre. Et le fait d'utiliser donc ces ciments-là peut permettre donc de réduire l'arrobase parce qu'il protège bien donc les aciers. Donc pour le premier élément, donc la durée d'utilisation prévue, donc vous avez le choix de la durée d'utilisation. Donc, vous voyez donc ici, bien sûr, donc la référence donc étant les catégories, étant la catégorie 4, ok. La catégorie 4, donc ici, c'est donné dans l'Eurocode de base et puis c'est dans l'annexe nationale. Alors, nous, on va prendre donc l'annexe nationale. Si vous travaillez en France, vous allez prendre donc ça. Ok. Donc ici, l'arrobase, on va dire, que je dis, c'est pas l'arrobase, c'est la durée indicatif d'utilisation, donc c'est 50 ans. 50 ans ici. Okay. Voilà. Donc pour les bâtiments et ouvrages et autres structures donc, courantes, donc il faut une durée donc, de une durée indicative minimale donc, de 50 ans. C'est la durée d'utilisation du projet qui est là. Pour les ponts, bâtiments, monumentaux, ponts et autres ouvrages, donc la durée donc, est égale à 100 ans. Donc vous voyez donc ici, catégorie de durée d'utilisation, la catégorie de référence, c'est la catégorie 4. C'est la catégorie 4. Okay. Les autres, donc, c'est des structures agricoles similaires. Donc, la durée d'utilisation donc, est de 25 ans. Les éléments structuraux remplaçables, par exemple, donc les appareils d'appui, donc des ponts, donc 25 ans. Les structures provisoires, donc 10 ans. Okay. Comment détermine-t-on donc l'arrobase? Donc, l'Eurocode nous donne cette formule-là. Donc, l'arrobase nominale, hein, donc, qui est contractuelle, donc aussi est égal à C min, donc l'arrobase minimale plus la tolérance. Okay? Cette tolérance, donc, est égale à 10 cm, je crois que ça ne change pas. Voilà, donc, c'est 10 mm. Cette tolérance, donc, est égale à 10 mm. Et l'arrobase minimale, donc, doit tenir compte donc, de 3 paramètres. Donc, l'arrobase vis-à-vis donc, de l'adhérence, C min B, l'arrobase vis-à-vis de la durabilité, donc cette durabilité donc tenant compte des classes d'exposition, et l'arrobase minimale, donc de durabilité qui est égale à 10 mm ou 1 cm. Okay? Donc l'arrobase nominale, donc c'est le maximum entre ces arrobases plus 10 mm. Okay? Bien sûr. Donc, alors, nous, pour l'instant, donc, dans ce cours de formulation de béton, on ne va pas s'intéresser donc à l'arrobase vis-à-vis de l'adhérence, puisqu'on n'est pas en béton armé. On ne connaît pas donc le diamètre des aciers qui est dans le béton. Ce qu'on parle donc ici, c'est le béton. Donc, on va parler donc de l'arrobase vis-à-vis de la durabilité. Et cet arrobase-là donc tient compte donc des classes d'exposition.
Alors, vous avez ici le tableau 4.n donc de l'Eurocode 2, donc qui nous donne ici donc en fonction des classes structurales. Donc, vous voyez ici, donc ici, pour la détermination de l'enrobage, comme j'ai dit, donc il y a les classes structurales. La classe de référence, donc ici, étant la classe 4. Donc, nous avons vu, donc pour les durées d'utilisation de projet, la catégorie 4 était la catégorie de référence. Ici, la classe structurale de référence, donc c'est la classe 4. OK? Et vous voyez donc ici cette classe-là, qui tient compte de la durabilité, donc dépend donc des classes d'exposition. Si vous êtes en classe d'exposition, je ne sais pas si j'ai... Donc, si vous êtes en classe d'exposition XC2, XC3 par exemple, dans le cas d'un bâtiment, bâtiment courant, on vous dit l'arrobase minimale tenant compte de la durabilité donc est égal à 25. Okay? Donc, si vous voulez connaître l'arrobase nominale, donc ça va être 25 plus 10, ça va faire 3,5. Okay? Et vous voyez, donc dans certains cas, c'est plus sévère. Par exemple, donc, dans les cas de classe d'exposition XD, on peut avoir donc, 50, donc 50 plus 10, ça fait 60. Donc, ça demande donc plus d'enrobage. Pour les armatures béton armées, donc ça c'est pour les armatures pré-contraintes, donc protection des armatures pré-contraintes. Donc, vous voyez donc ici, X1 c'est sans objet. OK? X1 c'est sans objet. Donc, ici, les enrobages sont encore plus sévères que dans ce cas-ci parce qu'on avait, vous verrez donc peut-être en béton pré-contraint que les armatures béton pré-contraint donc sont plus susceptibles donc à la corrosion. Donc, il faut mieux les protéger que dans le cas des armatures béton armées parce qu'ils sont toujours donc tendus, sont toujours donc en traction. Voilà. Donc, c'est pourquoi donc, on doit tout faire donc pour mieux les protéger contre la corrosion. Si je prends par exemple une classe d'exposition XC2, XC3, donc S4, donc on trouve 25. Donc, je vais revenir donc ici, on trouve donc 35. Vous voyez, donc il y a une différence entre les deux. Je vais zoomer donc pour que vous voyez. Voilà. Donc, vous voyez donc ici, S4, donc on a 25. Et si on vient donc ici S4, donc on a ici 35. Donc, c'est pas la même chose, OK? Voilà. Alors, la classe S4 recouvre donc les bâtiments et génie civil. Donc, l'appartenance d'un ouvrage ou partie d'ouvrage à une classe est déterminée à partir des points qui le différencient de la classe 4. Donc, pour prise comme référence, ouais. Donc, c'est la classe 4 qui est prise comme référence. Les ponts sont à classer donc en classe X. Donc, durée d'utilisation, donc 100 ans. Voilà. Et bien, voilà, donc, je n'ai pas vu ça. Donc, aussi, vous avez S4, donc ici. Ensuite, vous avez X2, C2, C2. Donc, l'enrobage donc, est là. Ensuite, vous avez une correspondance aussi, donc, entre les, puisque sur ce schéma-là, vous n'avez pas vu les classes XA et les classes XF. Les classes XF qui sont liées, les classes XF donc, qui sont liées donc, aux cartes, donc aux cartes sur le territoire. Okay? Ici, XD1, donc ça, on peut prendre, donc, lorsqu'on est dans un environnement XA1, on peut prendre donc les données donc, relatives à XD1 et XS1. Okay? La même manière, donc XA2 et XA3. Voilà. Pour les classes d'exposition XF qui n'existent pas dans ce tableau-là, donc n'oubliez pas, donc ce tableau, on a XC, XD, XS. Donc il n'y a pas XF, il n'y a pas aussi XA. Donc pour les classes d'exposition XF, et sous réserve du respect donc, des dispositions liées au béton et documents normatifs nationaux, l'arrobas sera déterminé par référence donc, à une classe d'exposition donc X, XC ou XD, comme indiqué donc, dans ce tableau-là. Okay? Dans ce tableau-là, donc, vous allez voir, OK? Donc, vous voyez donc ici, lorsque vous êtes en classe d'exposition XF1 et que vous avez le type de serrage donc, est peu fréquent, alors on vous dit, donc, vous prenez donc les mêmes dispositions donc, pour la détermination de l'enrobage que quand vous êtes en classe d'exposition XC4. Donc, voilà. C'est ce tableau-là donc, qui a été résumé ici donc, par Jean-Louis Granjou. OK? Donc, vous voyez donc ici, vous avez la présence de ce tableau-là, vous avez la présence donc, des XF, sans entraîneur d'air, avec entraîneur d'air, donc salage fréquent,
ça reste très fréquent, ainsi de suite. OK? Donc, vous avez donc ce tableau-là qui résume. Donc, je crois que ce tableau-là donc, est plus complet que le tableau que nous venons de voir. Donc, ici, je reviens donc en arrière. Voilà, c'est ces deux tableaux-là. Donc, ça, c'est le béton armé, ça, c'est le béton précontraint. Donc, vous voyez donc ce tableau-là. OK? Ce tableau-là donc, est plus complet. Donc, vous pouvez utiliser donc, ce tableau-là pour faire la détermination donc, des enrobages minimales tenant compte de la durabilité. Alors, les classes structurales peuvent faire l'objet de modifications. Donc, comme avec les règles Bael, je reviens en arrière juste pour que vous compreniez. Je reviens juste en arrière. Voilà. Donc, si vous regardez donc ici, qu'est-ce que les règles Bael nous disent? Ils disent que, par exemple, donc, si je prends le cas d'une ambiance moyennement agressive, OK? On nous dit donc l'enrobage minimal, donc c'est 3 cm. Et pour la même chose, donc pour une ambiance moyennement agressive, hein, je vais zoomer. Donc pour une ambiance moyennement agressive, mais si le FC28 donc, est supérieur donc, à 40 MPa, alors on peut réduire donc l'enrobage donc, à 2 cm. Donc, tenant compte donc de l'augmentation de la résistance, on passe de 3 cm à 2 cm. Alors, vous allez voir, donc, le code a fait mieux. Ce que je vais vous montrer donc, tout à l'heure. Ah. Vous voyez, donc, le recode 2 a fait mieux. Les classes structurales peuvent être modifiées en fonction d'un certain nombre de paramètres. Donc, les critères, pour l'affectation de la classe structurale par majoration ou par minoration par rapport au rang de la classe de référence sont donnés donc ici. Quels sont les critères? On va voir ça. Donc, vous voyez donc ici, pour le bail, donc on a vu donc un seul critère, donc c'était le critère relatif donc à la résistance. Ici, on a des critères relatifs donc à la durée d'utilisation du projet, à la classe résistance, à la nature du ciment, je vous ai parlé tout à l'heure, et puis donc du compactage. Donc, possibilité de compactage, on va dire, de bien vibrer le béton. Je prends un exemple donc relativement comparable donc aux dispositions du Bayern. Si je prends donc ici, on est en classe disposition XC2. OK? On sait que la durée indicative de référence, c'est 50 ans. On sait aussi, donc, par exemple, ici, les résistances, donc je crois que c'était 25 ans. Je crois que c'était 25. La, la, la résistance minimale, c'était 20 MPa, je crois que c'était 20 MPa. OK? Donc, on nous dit que ici, si la résistance du projet, donc de notre projet donc, que nous voulons faire, qui est implanté dans un environnement XC2 ou XC3, OK? Si nous, au lieu d'avoir donc la résistance minimale qui est indiquée dans la norme, nous prenons une résistance donc, du projet, on fait des formulations, on trouve une résistance donc, qui est comprise entre 30 MPa et 55 MPa. On nous dit dans ce cas, on peut faire donc la minoration d'une classe. C'est-à-dire qu'on va quitter donc la classe d'exposition, la classe structurale S4, on va aller donc en classe structurale S3. OK? Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, si on retourne donc en classe, donc si on retourne en classe d'exposition S3 par exemple, vous voyez donc l'enrobage donc diminue au fur et à mesure que les classes qu'on voit dans les classes inférieures. Si on quitte la classe comment on appelle S4, si on quitte la classe S4, donc vous voyez donc en allant donc à la classe S3, vous avez donc la diminution donc des enrobages. Ok, on part donc ici donc de 25 à 20 pour la classe XC2 et XC3. Donc c'est des exemples. Donc, c'est parce qu'on a augmenté, donc cette possibilité, cette réduction a été possible parce qu'on a augmenté donc la résistance du béton. On est passé de 20 MPa à au-delà de 30 MPa. Alors, ici aussi, l'autre paramètre, donc toujours, je suis dans les classes, la classe d'exposition XC2 et XC3. Okay. Lorsque vous allez au-delà de 55 MPa, vous pouvez faire donc la minoration de deux classes. C'est-à-dire que vous allez aller donc de S4, vous pouvez aller directement jusqu'à S2 parce que vous avez augmenté la résistance du béton. Alors, si vous regardez l'autre critère aussi,
hein. Donc, par exemple, la nature du liant, si vous êtes en classe disposition XC2 ou XC3 et que vous utilisez donc du béton de classe 35 avec du ciment CM1, on dit au centre volante, donc on vous dit tu peux faire donc une minération donc d'une classe. OK? Par rapport aux durées d'utilisation du projet aussi, la durée de référence c'est 50 ans. Donc, si toi, tu fais un projet donc, qui aura une durée donc, de 25 ans ou inférieur donc, à ça, on vous dit qu'il faut minorer donc, l'arrobase. Ici, si donc la classe de référence est en 50 ans, si tu veux que ton bâtiment donc, dure 100 ans, donc il va falloir faire donc, une majoration donc, de 2. Donc, vous allez passer donc, la classe structurale S4 à S6. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'explication donc, de les modulations, ce qu'on appelle donc ici modulation de la classe structurale recommandée en vue donc, de la détermination donc, des enrobages minimaux semi-durables. Alors, tout ça est résumé donc ici toujours par Jean-Louis Grandjou. OK? Tout ça est résumé ici. Donc, vous voyez donc ici cette ligne-là pour la durée d'utilisation du projet. Première ligne, donc c'est 100 ans, et puis vous avez des majorations donc de 2, donc plus 2. Ici, minoration donc d'une classe, 25 ans, donc il met moins 1, ainsi de suite. OK? Voilà. Donc, cela dit donc, étant donné donc qu'on a fait donc cette parenthèse sur les enrobages, donc c'est très essentiel parce que connaître bien, donner un bon enrobage donc à notre élément structural lui permet donc de faire un bon bétonnage et permet donc d'augmenter donc sa durée d'utilisation et par conséquent même donc ça permet de déterminer aussi donc les diamètres du plus gros granulat. Donc c'est pas rien donc ce que nous voulons de faire donc ici c'est très important. Voilà. Maintenant, donc, on a vu donc la détermination donc des ciments. Et donc, si on connaît le ciment, on va forcément connaître l'eau, puisque la détermination du ciment et de l'eau donc sont liées. Alors maintenant, on va voir donc le squelette granulaire. Donc le squelette granulaire donc pour le béton, donc c'est le sable et les graviers. Donc, on peut avoir un béton donc avec deux types de graviers, donc plus le sable, ou on peut avoir un béton avec du sable et du gravier. Okay. Donc les courbes granulométriques traduisent donc les distributions pondérales donc des granulats élémentaires donc de classe granulaire D sur grand D. Vous voyez donc, la norme nous donne les quantités donc, de ciment, de liens équivalents, mais ne nous donne pas ici les quantités donc, de matériaux, donc de granulés. Donc ça, il faut le déterminer forcément par les courbes granulométriques. On va voir donc si on va voir donc la méthode de Drogouris. Voilà. Donc les courbes granulométriques traduisent donc les distributions pondérales donc des granulats élémentaires de classe granulaire donc D sur grand D. Ces courbes sont tracées sur des diagrammes comportant donc en ordonnée donc le pourcentage de Tamiza. Vous voyez donc ici le pourcentage de Tamiza, c'est des pourcentages massiques. Okay? Les pourcentages de Tamiza ici, donc c'est des pourcentages massiques. Sous les tamis, donc dont les mailles donc D sont indiquées en abscisse selon une gradation donc logarithmique. Donc on a vu comment on détermine donc les modules donc des tamis. L'obtention de ces courbes données par les fournisseurs dans les fiches techniques produits est fondamentale donc pour la formulation. Ici, donc, il faut, bien sûr, donc, si on n'a pas de fournisseur, donc, si vous voulez des graviers, vous appelez juste, je sais pas, les vendeurs, donc, qui n'ont pas donc le laboratoire, donc, ils ne peuvent pas faire. Donc, c'est là sur le béton, c'est les éléments, donc, le béton, le sable, ni le gravier. À moins que ce soit vraiment, je crois, donc, les grandes entreprises qui vendent donc voilà, qui ont des carrières. Mais le sable, généralement, donc, il n'y a pas de fiche produit. Il n'y a pas de fiche technique donc, du produit. Même pour les autres, donc, souvent, ils vous donnent les classes granulaires, mais ils ne vous donnent pas donc, la fiche technique des produits. Ils ne vous donnent pas, je ne crois pas. Voilà. Donc, pour la détermination de la classe granulaire, donc ça j'avais vu, mais je crois qu'on avait déjà vu comment on fait donc l'analyse granulométrique
fond étanche, donc diamètre de plus petit, donc jusqu'au plus grand, donc couvercle, et puis on secoue donc pendant quelques secondes, et puis on pèse les matériaux qui sont là. C'est le peser donc de ces matériaux qui permet donc d'avoir ici donc ces courbes là. Vous avez un exemple donc qui est donné ici, donc qui est extrait donc du livre de Dregoris, non, Dregoris oui, et de Zamfest. Okay. Alors ça c'est un exemple, hein, donc cette courbe là c'est un exemple donc tiré donc de des travaux donc de l'UFRSI, donc le laboratoire avec Samsidine, je crois. Vous avez donc ici le sable de Kermouri, le basalte 1, donc toujours de Diac, et puis basalte 2, donc de Diac. Ok. Donc vous avez ici donc le sable de Kermouri, et là vous avez donc le basalte 1, et vous avez ici le basalte 2. Okay. Donc ici, pour déterminer donc quelle quantité de sable on va mettre dans notre béton, puisqu'on a la quantité d'eau, on a la quantité de ciment. Donc les deux sont liés. Maintenant, il faut déterminer donc la quantité de sable de gravier 1 et de gravier 2 pour avoir donc notre béton. Okay. Donc l'objectif donc c'est ça. Mais pour déterminer ça, donc il y a tout un tas de travail donc à faire. Okay. Alors, on va essayer donc la démarche donc de Dreux. Alors pour déterminer les proportions donc volumiques, hein, donc Tamisa ici c'est volume en pourcentage, ok. N'oubliez pas donc sur les ici les Tamisa cumulés ici, donc c'est pourcentage massique. Donc c'est les pourcentages massiques. Vous voyez donc si les masses sont là, on détermine c'est donc les pourcentages. Donc c'est des pourcentages massiques en réalité. Mais quand on va déterminer nous donc les quantités de matériaux, on va prendre comme si on avait donc si des pourcentages volumiques. Ok. Voilà. Donc la première des choses, c'est tracer donc la BAC, la droite de Dreux. Donc la droite de Dreux. Il faut tracer donc la droite de Dreux. Alors la droite de Dreux, donc c'est cette droite brisée là. Donc le point A étant le point de brisure. Donc la première des choses, donc c'est déterminer donc ici le point O, donc facile à déterminer. Le point A, donc on va voir comment on détermine ça, le point de brisure, et puis le point B. Voilà. Donc pour déterminer le point B correspond toujours à D, donc le D max ici, et Y est égal à 100% donc de Tamisa. Le point A, lui, on détermine donc de cette manière-là. Donc il y a deux conditions pour déterminer donc l'abscisse donc du point A. Première condition, si D est inférieur ou égal à 20 mm, donc si le diamètre donc ici est inférieur ou égal à 20 mm, alors on vous dit que le point A est égal à D sur 2. Vous faites donc D sur 2, vous trouvez donc ici l'abscisse donc du point A. Pour l'ordonnée, donc YA est égal à 50 plus K' plus D. Okay? Donc K étant le terme correcteur qui dépend du dosage en ciment, de l'efficacité donc du serrage, de la forme des granulats, donc est-ce qu'on a des granulats roulés ou concassés, et également du module de finesse du sable, donc on va voir ça, KS, okay. Des possibilités de pompage, donc pompabilité donc du béton. Okay. Donc ici, oui, donc ça est là, donc K', donc K' est égal à K, donc qui dépend donc K étant donc un terme correcteur. Ensuite, KS, donc, qui dépend donc du module de finesse donc, du sable, et KP, donc, qui dépend de la pompabilité donc, du béton. Pour K, nous allons voir dans le tableau, après donc, cette page-là. KS, donc, c'est 6 fois le module de finesse moins 15. Et KP, donc, vous avez donc les valeurs qui appartiennent entre 5 et 10. Okay? Voilà. Donc, ici, KS, OK, KP, donc 5 et 10. Et puis, vous avez le coefficient K. Un exemple, donc ici, si on avait un dosage, donc si on avait calculé donc une quantité de ciment qui est égale à 350 kg par mètre cube de béton, et qu'on avait donc en réalité donc des granulats concassés, donc sachant que donc on souhaite avoir un béton plastique. Donc si on souhaite avoir un béton plastique, donc la vibration doit être normale. Donc granulats concassés, vibration normale, donc ça va nous donner donc l'intersection va nous donner donc si K va être égal à plus 2. Donc connaissant K est égal à plus 2, on fait donc la somme de K plus KB plus KS. Voilà, donc on voit donc ici un béton normal et puis voilà concassé. Voilà.
Donc ça nous permet donc de déterminer donc le coefficient K. Voilà, donc on a ces tableaux-là. Donc là, K' donc, est égal à KS plus KP, donc plus K. Okay. Alors, comment déterminer donc la courbe de Dreux? Donc, la courbe granulaire donc, de référence donc, doit être placée sur le même graphique que les courbes granulométriques donc des granulats composants. Donc, tout à l'heure, on a vu donc, cette courbe-là. Mais je vais vous expliquer ça donc, tout à l'heure. On trace donc les lignes de partage en joignant le point à 95% de Tamiza de la première courbe granulaire au point à 5% de Tamiza, donc la courbe suivante. Donc, si vous avez deux courbes, supposons que vous avez une première courbe donc, qui est là, okay, deuxième qui est là, okay. Donc, vous allez prendre donc, ici 95 et vous allez donc lier donc, 95 à 5%. Donc, la ligne là, on appelle donc la ligne de partage. Si vous avez une autre courbe aussi, donc vous faites la même chose, vous prenez donc 95% donc la deuxième courbe à 5% donc la troisième courbe, ainsi de suite. Okay. Donc, c'est ce que nous allons voir donc tout de suite. L'intersection entre la droite de Dreux, donc la droite brisée, et les lignes de partage, donc les lignes de lien 95 à 5 et puis 95 à 5, permettent donc de déterminer donc le pourcentage volumétrique des graines. Donc, vous avez vu, donc, je vous ai parlé donc tout à l'heure que, alors j'ai mis Tamiza massique, pourcentage massique, mais ça c'est pour le tracé donc de ça. Mais lorsqu'on veut déterminer donc les quantités, donc on prend en compte donc les volumes, pas les masses. Voilà. Donc on a première courbe, donc c'est du sable 0,5, donc 0,5, et puis on a gravier 1, donc c'est du 5, 25. Donc ici on a un béton à granularité continue. Donc il n'y a pas un discontinuité, on a 5, on a 5. Et puis on continue. Donc le Dmax ici était à 31,5. Ouais. Donc on a un béton à granularité continue. Alors, on va d'abord déterminer donc le point A, le point de brisure. Donc le point A, donc il est là. Ensuite, le point B. Ensuite, donc le point O, donc on peut penser donc par là, c'est pas un problème. Après, on trace donc les deux lignes brisées. Donc, pour la droite de Dreux, vous déterminez, donc ça, c'est pas difficile à déterminer, mais vous déterminez donc le point A. Le point B aussi, donc c'est pas difficile à déterminer, c'est toujours que ça correspond toujours à Dmax et de 100%. Donc, Dmax ici est égal à 31, donc 31,5. Donc, vous avez ici la position du point B. Et là, ça correspond donc à 100%. Pour le point A, donc on a dit tout à l'heure que lorsque D est supérieur à 20 mm, donc on prend le module de 38 plus le module correspondant à D et on divise par 2 pour avoir donc l'abscisse donc du point A. Si vous regardez, donc je vais voir. Alors on a module 38, donc ce module 38, donc c'est où? Ici, je ne vois pas donc les modules, donc c'est pas donné. Ça va être clair donc dans la page suivante. Donc, mais ici, normalement, donc c'est le module, ça c'est quel diamètre? 38, normalement c'est 5. Ça doit être entre 5 et 31, la moitié. Voilà. Puisque le tamis de diamètre 5 correspond au module 38. Okay? Donc ça va être entre la moitié d'ici et la moitié de 31,5. Donc ça détermine donc la position donc, du point A. Donc pour l'ordonnée, donc c'est 50 moins plus K moins racine de D. Okay? Vous pouvez faire donc l'expérience, donc vous pouvez calculer, donc on va voir ça tout à l'heure. Donc ici on a la chance que A tombe sur cette courbe-là, mais A peut tomber à l'intérieur, donc ici, il peut donc aussi à l'extérieur, tout dépend. Donc, il ne faut pas croire que A appartient forcément donc à cette courbe-là. Donc on termine donc par tracer, placer donc les points B, les points 95% de Tamiza et les points donc à 5% donc de Tamiza du gravier. Donc, première courbe, deuxième courbe, ok? On va les relier. Donc, on le relie, donc ici, ce qu'on appelle donc c'est la ligne de partage. Ok? Maintenant, pour déterminer donc le pourcentage volumique, donc c'est très simple. Donc, suivant. Donc, on a l'intersection entre ces lignes de partage et la droite 2, donc c'est ici. On
partir comme ça, on vient ici, donc on a cette distance, donc jusqu'à 0, donc ça correspond au pourcentage volumique du premier matériau. Et de là à là, donc on a le pourcentage volumique donc, du deuxième matériau. Ok, c'est comme ça qu'on détermine. Je reprends, je reviens en arrière. Donc, après avoir tracé donc la droite 2, on place ici 95% de Tamiza, ici 5% sur la courbe suivante, et ensuite donc on les relie. Une fois qu'on le relie, donc on a une intersection entre cette courbe-là, droite de référence, et la ligne de partage. Donc ce point-là, donc on le projette donc sur l'ordonnée, et la distance entre ce point-là et les zéros donc va correspondre au premier matériau et le suivant donc au deuxième matériau, ainsi de suite. Ok. Donc ça nous montre comment on a déterminé donc si les pourcentages, vous voyez donc si le sable, donc ça fait 38% de sable. Le sable plutôt, ça fait 38% donc du volume donc des granulats, donc du volume de ces deux éléments réunis. Et le gravier donc lui fait 62% donc du volume donc des deux éléments réunis. Voilà. Voilà, donc ça est là. Donc vous avez donc le volume des granulats, donc c'est égal à V sable plus V gravier. Or V sable donc est égal à 30% donc de VG. Et VG va être égal à donc 100% moins 38, donc ça donne ça. Okay. Voilà, donc ici, je vais faire donc la même chose hein, comme là-bas, mais comme ici c'est un béton binaire, donc on vient de voir donc l'exemple. Ici, on a un béton ternaire. Béton ternaire, donc c'est un béton donc avec trois types de granulats, sable, gravier 1 et gravier 2. Ok. Alors, je vais zoomer donc pour que vous voyez bien. Je vois donc ici. Alors, si vous voyez donc ici, vous voyez que notre Dmax hein, ici est égal à 50. Donc, on a pour le sable, on a Dmax est égal à 5, donc 0,5. Ici, pour ce gravier 1, donc on a Dmax est égal à 20 et pour celui-là, on a Dmax est égal à 50. Donc, le Dmax de l'ensemble des granulats, donc ça va être égal à 50. OK? Voilà. Donc, nous allons nous amuser donc à déterminer donc, le point A. Donc, le point A, comme on est à 50, donc 50 est supérieur à 20, ça veut dire que pour déterminer l'abscisse donc du point A, c'est le module de 38 plus le module correspondant à 50 divisé par 2, okay, qui donne le point A, l'abscisse. Donc, si vous regardez donc, le module correspondant à 50, ici, 50, donc c'est à 48. On fait 48 donc plus 38 divisé par 2, on tombe sur 43. Et 43, donc ça donne l'abscisse donc, du point A. On trace comme ça. Pour l'ordonnée, donc il faut faire 50 moins racine de D, ensuite plus K, donc le coefficient donc, correcteur. Donc on va voir donc, cette démonstration donc, ici. Ouais, donc, on trace d'abord donc, ces droites-là. On trace donc ces droites-là. Ensuite, on trace donc la deuxième droite, donc 95%, 5%. Ici 95, 5%. Ici 95, 5%. Donc, vous voyez donc, ces deux lignes de partage vont couper donc la droite de référence, donc ici, en un point, donc ici, et un autre point, donc qui est là. Donc, de là, de 0 jusqu'à ici, ça va déterminer donc le pourcentage volumique donc, du premier matériau. OK. Et de ce point-là jusqu'à l'autre intersection, ça va déterminer donc le pourcentage volumique donc, du deuxième matériau. Et de ce point-là, donc jusque-là, on a donc le pourcentage volumique donc, du troisième matériau. Donc, voilà donc ce qui est là. Donc, on a essayé donc juste de projeter donc comme ça. Et puis l'intersection ici entre la droite OAB et la ligne de partage. Donc, ça donne le pourcentage donc, du premier matériau, deuxième matériau, donc ici et troisième. Donc, c'est facile à déterminer. Il faut d'abord, la première des choses, c'est de tracer donc ces graphiques. Okay. Si vous tracez les graphiques, donc le reste, donc c'est facile à faire. Alors, l'autre paramètre intéressant aussi, donc, c'est le rapport donc, volumétrique donc, des graviers donc, sur sable. Ouais, donc, un peu donc ici à partir donc, de ces graphiques-là, déterminer. Donc, si je prends celui-là, ça va être le rapport volumétrique, donc ça va être égal à 60, c'est combien 62? Donc, ça va faire 64 sur 36. Donc, ça va déterminer donc, le rapport volumétrique, GS. Ici, donc le rapport volumétrique, donc, ça va être égal à 27 plus 40 divisé par donc 33. Okay. Donc, c'est les graviers donc, sur sable. Okay. On voit donc 6 sur S, donc inférieur ou égal à 2. Donc, je crois que c'est la valeur optimale. Mais ça va être clair donc pour la suite, tout de suite.
bien sûr, donc la courbe de mélange, donc ici, je vais vous montrer donc ça. Donc ici, vous avez donc la courbe de mélange, donc c'est la courbe en noir comme ça, courbe granulaire de composition réelle. Donc c'est la courbe qui est là, qui fait comme ça, ok. Il doit être le plus proche possible donc de la courbe de Dreux, ok. Si vous venez donc ici aussi, vous avez donc la même courbe aussi qui est là. Donc c'est cet élément-là qui fait comme ça. Comment tracer cette courbe-là? Donc la formule est donnée ici, ok. Donc on part par rapport au refus. Donc on pourrait aussi parler par rapport au tamisant, puisque refus est égal à 100% moins tamisant, ok. Donc, le refus du mélange donc, est égal à le pourcentage volumique de sable multiplié par au refus donc, du sable. Pourcentage volumique, donc, on a ici, donc, dans ce cas, quoi qu'on a ici, on a combien? 36%, 64%. Ici, on a 33%, 27 et 40. Donc, c'est ce pourcentage que nous allons utiliser. On va prendre donc si le pourcentage volumique du sable multiplié par le refus, hein, donc au diamètre, au tamis de diamètre tel pour le sable. Pourcentage volumique pour le gravier aussi. Refus donc G1, pourcentage volumique gravier 2, refus G2. Voilà. Donc ça va nous permettre donc de tracer donc la courbe granulaire donc de composition réelle qui est indiquée donc sur ce diagramme. Donc ça, on va le faire donc en exercice, ok? En application, on va le faire. À propos donc du rapport G sur S, donc vous avez on avait montré tout à l'heure qu'en réalité, donc, il y avait une contradiction entre la maniabilité et puis donc la résistance. Vous voyez donc si on cherche à avoir une bonne ouvrabilité, on dit donc le rapport G sur 2 moins bonne. Donc G sur S élevé par rapport à G sur S faible. OK? Donc moins bonne surtout donc pour GS, donc supérieur donc à 2. Donc lorsque vous avez donc, ça veut dire que lorsque vous avez donc la quantité de gravier est supérieure de 2,2 fois donc le volume donc de sable, donc vous avez une mauvaise, donc vous n'avez pas une bonne ouvrabilité. Et donc à granularité donc discontinue, donc ça c'est la granularité discontinue par rapport à ceux de la granularité donc continue. Donc moins bonne, l'ouvrabilité est moins bonne. L'ouvrabilité est moins bonne surtout donc lorsque Z, hein, Z sur S donc est supérieur donc aussi à 2. Donc on a dans les deux cas, hein, donc pour une granularité donc supérieure, donc rapport G sur S supérieur à 2, donc on a une mauvaise ouvrabilité. La résistance en compression. Donc lorsque le rapport G sur S donc est supérieur donc à 2,2, vous avez une bonne résistance en compression. OK? Alors vous voyez donc ici, ici c'est moins bon, ici c'est bon, parce que donc avoir une bonne ouvrabilité ne conduit pas forcément à avoir un béton résistant. Sauf dans le cas des bétons de haute performance, donc des bétons autoclassants. À granularité discontinue, vous voyez donc vous avez ici une très légèrement supérieure. Okay? Vous avez un résistance donc très légèrement supérieur avec une granularité donc discontinue. Résistance en traction, donc sans corrélation apparente, ainsi de suite. Module de la C, ok, vitesse du son, donc tout ça, c'est pas des paramètres qui m'intéressent pour l'instant. Voilà. Si on regarde aussi donc cette courbe là aussi, donc si on regarde aussi donc cette courbe là, donc vous voyez donc ici la résistance, donc ça montre juste l'évolution de la résistance en fonction du rapport G sur S. Vous voyez donc si je prends cette courbe là pour le béton mou, on voit que donc on a la valeur optimale, donc la résistance donc pour rapport G sur S est égal à 2,6. Okay? Pour le béton plastique, donc on a cette résistance donc, et le rapport, on a une résistance optimale lorsque le rapport donc G sur S donc, est égal à 2,6, okay? 2,8 plutôt. Okay? Et puis donc ça évolue. Donc exemple de variation, donc la résistance en compression, c'est différente. Avec du béton, donc 350 kg de ciment par mètre cube. Voilà.
Alors, comment déterminer donc ces éléments-là? Donc, le volume de sable et le volume de gravier. Donc, nous venons de voir que à partir des courbes et de la méthode de Dre, donc la droite brisée, la droite de référence, on peut connaître donc le pourcentage de volume pour chaque matériau, donc volume de sable, volume de gravier 1 et plus volume de gravier 2 aussi, donc s'il y en a. Okay. Alors, pour déterminer ça, donc il faut se référer donc à un tableau que nous allons voir tout à l'heure. Donc, la connaissance de la compacité de ce coefficient, il faut déterminer le coefficient de compacité. Donc, dans certains livres, on l'appelle C0, dans certains, on l'appelle gamma. Ce coefficient est nécessaire pour calculer donc, les volumes absolus réels des divers granulats dont on connaît maintenant donc, les pourcentages donc, pour chacun d'eux. Pour le sable, on connaît, c'est 34%, pour l'autre, donc voilà, c'est 67%. Voilà. Donc, ça dépend donc, de la courbe granulométrique. Donc, à partir donc, de ces pourcentages-là, on va déterminer donc, le pourcentage pour chaque élément. Si vous regardez ici, on a le coefficient de compacité C0, on vous dit c'est égal au volume donc, des granulats donc, sur 1000. Le volume donc, est exprimé donc, ici en litres. Donc ici, c'est pour la monnaie en litres qu'on a mis donc, ici 1000. Donc, c'est-à-dire en mètre cube. Donc, puisqu'on travaille avec 1 mètre cube de béton. Donc, ici, pour la monnaie en litres, donc, on divise par 1000. Donc, ce coefficient-là, donc, si on multiplie donc 1000 fois ce coefficient-là, donc on obtient donc voilà, on peut déduire donc la valeur de S et de G, de granulat. C'est ça que nous cherchons en réalité. Les ciments, on connaissait donc, okay. C'est ça qu'on cherche. Donc VS plus VG est égal à 1000 C0 moins VC. Sachant que donc le volume de ciment, on peut le connaître si on connaît donc la masse. Donc on a vu donc comment on détermine donc la masse de ciment avec les 4 méthodes là. Le volume correspondant, ça va être égal à la masse qu'on a trouvée divisée par donc, la masse volumique donc, du ciment. Ça nous permet de déterminer donc si le volume. Et à partir de là, on peut donc calculer donc, le volume de granulat donc, à mettre en œuvre. Alors, dans le cas donc, des granulats non roulés, donc, en réalité, donc, cette expérience-là avec C0 donc, a été faite avec des granulats roulés, sable et gravier donc roulés. Lorsqu'on n'est pas dans ce cas-ci, donc lorsqu'on est dans le cas donc, des granulats non roulés, il conviendra d'apporter donc des corrections. Donc on a les corrections liées sur la forme, donc granulat, concassé et roulé, donc sable roulé et gravier concassé. Les granulats légers aussi, donc on a une correction lorsqu'on utilise donc des granulats légers. Donc pour savoir ça, il faut connaître la masse volumique des granulats. Quand c'est inférieur donc à 2000 kg par mètre cube, donc on est dans le cas des granulats légers. Et puis, il peut apporter aussi une correction sur le dosage en ciment C3. Donc, en réalité, donc, cette expérience-là a été réalisée donc, avec un dosage est égal à 350. C'est pourquoi, donc, lorsque le dosage est différent donc, de ça, il faut apporter donc, des corrections. Voilà. Donc, finalement, si on tient compte donc, de toutes ces corrections-là, alors le volume de gravier, donc ça va être égal à 1000 fois C. Donc, c'est là, c'est le coefficient de compacité donc réel. OK? Alors, comment déterminer le coefficient de compacité? Donc, on peut prendre ce tableau-là. Vous regardez ce tableau-là, vous avez ici, en fonction donc, de la place C, donc la consistance donc, désirée, hein, donc la consistance donc, vous indique sur aussi donc, le type de serrage, donc mettons le compactage. Vibration normale, par exemple, si vous avez donc votre Dmax est égal à 20, donc on vous dit le coefficient de compacité, donc C0, est égal à 0,25 m3 par mètre cube de béton. Donc, alors il faudra donc apporter les corrections liées à la forme, corrections liées on va dire donc, au dosage, donc corrections liées aussi donc, à la masse volumique donc, des granules. Cette courbe-là aussi donc, peut être utilisée donc, dans les mêmes conditions. Okay. Si vous avez donc C1, donc c'est correction liée à la forme des granules, sable roulé, concassé. Donc si vous avez
sable roulé, gravier roulé, donc la correction donc, c'est égal à 0. Donc C1 est égal à 0. Si vous avez sable roulé, gravier concassé, donc c'est égal à moins. Donc ça va être égal à moins, ok, 0,01. Concassé, sable concassé, gravier concassé, donc ça va être moins 0,03. Ok, voilà, en fonction de Dmax. Voilà. Ça, c'est une courbe qu'il faudra bien exploiter. Et ce tableau-là suffit, donc le tableau-là suffit. Voilà. Vous pouvez faire donc la projection donc, pour 20, vous projetez donc type de béton. Est-ce qu'on a béton mou, vous projetez comme ça. Béton mou, donc en réalité, donc c'est voilà, c'est ça. Béton plastique, béton ferme. Okay. Courbe, donc vibration normale, vibration puissante et puis vibration puissante aussi. Donc béton mou, donc plastique et puis béton ferme. Ok. Alors, donc, si on connaît donc les volumes donc, de ces pourcentages volumiques, donc de ces matériaux, le sable, gravier, ainsi de suite, donc le volume des granats est égal à volume de sable plus volume de gravier. Les graviers, donc, c'est égal à, si vous avez deux types, ça va être VG1 plus V2, VG2. Ça, c'est les pourcentages volumiques. Donc, connaissant donc les pourcentages volumiques, ainsi de suite, on peut connaître donc le volume. Si on connaît le volume, on peut déduire facilement donc la masse de chaque matériau. Comme je vous l'ai dit donc tout à l'heure, en réalité, donc ici au Sénégal, les matériaux, on les vend en mètres cubes, donnez mètres cubes de sable, mètres cubes de basalte, donc comme ça. Je crois que donc l'entreprise lui-même, donc, qui vend donc les basaltes, donc lui, il vend en poids. Mais c'est les camions, donc les gens se mesurent souvent avec la contenance donc, des camions, là, 8 mètres cubes, 16 mètres cubes, ainsi de suite. Donc, dans certains cas, on peut le mélange donc, peut être donné en masse. Okay? Donc, si vous connaissez donc, les masses volumiques absolues donc, de ces matériaux-là pour le sable, masse spécifique donc, du sable, masse spécifique donc, des graviers 1, masse spécifique des graviers 2, vous en déduisez donc ici la masse de chaque matériau. Okay? Et ces masses-là, donc ces matériaux-là peuvent être livrés donc ici dans des sacs comme on livre donc les sacs de ciment aussi. Okay? Nous, on n'a pas donc cette habitude-là. Nous, généralement, donc, on parle de volume. C'est le volume donc on parle. Mais on peut raisonner aussi en termes de masse. Alors, ne soyez pas étonné donc, en tant qu'ingénieur, si on vous dit j'ai besoin de 35 kg donc, de sable, donc c'est à vous de déterminer donc, le volume correspondant, connaissant donc la masse volumique du sable. La masse volumique apparente des graviers est de l'ordre, donc la masse volumique absolue, donc c'est ça qu'on va apprendre. Donc cette masse volumique-là, qu'on va multiplier donc par les volumes pour avoir donc les masses. Sable, donc ça fait 2,54, gravier 2,7. Bon, il faudra dans tous les cas, dans chaque projet, il faudra qu'on vous donne ces valeurs-là. Ok, donc dans le cas des exercices qu'on va faire, ne prenez pas ça comme des valeurs, de bonnes valeurs d'office. Hein. Donc si ce n'est pas donné, il faut demander. Donc dans tous les cas, on va essayer donc de donner. Voilà, finalement, notre masse du béton, donc c'est la masse donc, de ciment et d'eau que nous avons cherché donc, en premier lieu, plus la masse de sable et de gravier, donc la masse des granulats. Donc la masse du béton est égale à donc l'ensemble de ces, la masse des granulats plus la masse de ciment et d'eau. Alors, qu'est-ce que cette norme-là nous dit? La norme NF206 donc, nous permet de classifier donc, le béton. Puisqu'on vient de calculer donc ici la masse volumique, donc la masse pour 1 mètre cube de béton. Donc à partir de là, donc, on peut savoir quel type de béton nous avons. Est-ce qu'on a un béton normal ou est-ce qu'on a un béton léger? Cette norme-là nous dit par exemple dans sa clause la NF206-1, donc dans sa clause 3.1.8 pour les bétons légers. Donc les bétons légers sont les bétons dont la masse volumique après séchage à l'étude donc est supérieure ou égale à 800, mais inférieur ou égal à 2000. Okay? Donc, le minimum, c'est 800 kg par mètre cube et le maximum, donc, c'est 2000 kg par mètre cube.
Hein. Donc, si nous avons fait donc notre formulation du béton et qu'on a trouvé donc ici la masse qu'on a trouvée donc ici, donc cette masse du béton, et entre les deux intervalles, donc on va considérer qu'on a du béton léger. Et on peut donc alors donner donc une classe donc à notre béton. Vous voyez donc ici, en Eurocode, en fait, tout est classe, tout est classe. On parle de classe, d'exposition, classe de résistance, classe structurale, donc tout ça. Il n'y a que des classes. Pour le béton de masse volumique normale, donc, il faut que la masse volumique soit comprise entre 2000 et 2600. OK. Voilà. Le béton lourd, c'est au-delà de 2600. Alors, un point donc sur les essais. Donc, une fois que vous avez fait donc la formulation donc comme ça, donc vous avez terminé. Donc maintenant, il va falloir faire donc le mélange des différents conscients. Donc vous avez fait la formulation, vous avez tout calculé, vous avez donc la masse volumique théorique donc qui est là. Maintenant, il va falloir mettre ça en pratique. Donc vous allez prendre votre ciment, vous allez prendre votre sable, vous allez prendre votre gravier et vous allez prendre l'eau, vous allez faire le mélange. Hmm. Donc vous pouvez le faire donc en laboratoire, ce qu'on appelle donc les essais d'études. Ou bien vous pouvez le faire donc aussi en sentier pour vérifier toujours. Donc, l'essai d'étude est un essai exécuté entièrement en laboratoire avec les conscients qui seront utilisés par le chantier dans le but donc de déterminer donc la composition du béton étudié compte tenu donc des caractéristiques demandées et des conditions de mise en œuvre. Donc, premier de choses, donc c'est faire l'essai là à partir donc de la formulation donc des résultats de la formulation. Ensuite, l'essai de convenance, l'essai de convenance a pour but de vérifier qu'avec les moyens du chantier, on peut réaliser avec un minimum d'aléas, donc conditions donc, qui peuvent varier, le béton défini par l'essai d'étude. Donc le béton qui a été défini donc, par cet essai-là. Il a également pour but donc, de vérifier que les quantités des conscients prévues par mètre cube de béton donnent bien un mètre cube de béton en œuvre. Hein, donc c'est ça qui va être la vérification donc, à faire. Alors, ces essais doivent être exécutés sur le chantier, donc l'essai de convenance, en présence donc des utilisateurs donc, du béton, donc chef de chantier, le bétonnier, le chef de poste, donc le bétonnage aussi. Okay. Et il se peut que sur leur demande, donc d'après les observations et critiques, la formule proposée donc soit modifiée. Maintenant, donc, on a notre béton, donc on a posé, donc, enfin, on a fait la formulation, donc on a fait le mélange, on a obtenu donc un béton, donc on va poser donc le béton, donc, on va poser le béton, donc on va noter sa masse volumique réelle, qu'on va comparer à la masse volumique théorique, ok? Et sur certains cas, donc on va faire donc la correction. Ici, c'est la correction à apporter avant fabrication du béton. On peut avoir donc, ça c'est sur l'apparence donc des granulats. Donc on va voir d'abord ça. Donc on peut avoir donc une correction apportée sur les granulats, donc en tenant compte donc de l'humidité. Hein, donc le sable ou gravier, ainsi de suite. Donc si vous avez du sable et que le sable a une apparence humide, alors donc ici la correction en litres donc, de matériaux donc serait de 80 à 60%. OK? Lorsque vous avez donc des gravions, donc 5, 12,5, humides, donc vous avez 20 à 40%. C'est l'apport en fait, c'est l'apport d'eau par mètre cube donc pour les matériaux. Donc ça veut dire que si vous avez prévu pour un mètre cube de béton, vous avez prévu donc 160 litres par exemple. Donc tenant compte donc de l'état donc ici, de l'apparence des graines là, vous serez obligé donc de diminuer donc cette quantité-là. Donc de 160, vous pouvez enlever donc 50 ou bien voilà. Donc ça dépend donc de l'humidité donc sur des matériaux. Okay. Voilà. Donc il faut que franchement donc vous ayez donc ici des matériaux donc humides. Donc si le matériau est sèche, pour le sable donc cet apport-là donc voilà. Puisque le sable donc même s'il est sec donc il y a toujours donc l'humidité à l'intérieur. Donc cet apport-là donc en eau donc serait de 0 à 20 litres. Pour les autres, c'est négligeable. OK? Donc ici, si vous avez
l'apparence très humide, donc l'apport, donc c'est 100 à 80 à 100 millilitres, à 100 litres plutôt, litres par mètre cube. Ainsi, un sable très humide contient donc 80 à 100 litres d'eau de mètre cube, soit une masse sèche donc d'environ donc de 1600 kg par mètre cube de matériau doux, une erreur donc en eau, donc une teneur en eau donc d'environ donc 5 à 6%. En conclusion, le dosage en eau indiqué sur les abacs ne sont pas des indications approximatives ne sont que des indications approximatives donc à vérifier ou à modifier préalablement par quelques essais donc au compte d'Abrams, donc l'affaissement au compte d'Abrams. Je ne sais pas expliquer ce tableau-là. C'est la même chose, donc c'est ce tableau-là, donc si vous avez des chiffres, mais c'est la même chose. Okay. C'est que humide, ainsi de suite. Voilà. C'est la même chose. Correction sur l'eau pour essai au Slum test. Donc ça, c'est première correction donc sur l'apparence donc des graines là. Et deuxièmement, correction sur l'eau par rapport à l'essai au Slum test. Donc, puisque quand vous allez faire donc votre formulation, vous allez donc amener donc à faire donc les essais donc Slum test et les essais de résistance. Donc, lorsque vous faites donc l'essai de Slum test, donc qui a des erreurs, donc vous devez corriger. Donc, les corrections de la formule théorique du béton sont à faire sur l'eau et le ciment lorsque les résultats attendus sur le béton frais ne sont pas respectés. Donc, ce que nous venons de voir, donc, c'est en fait c'est une étude théorique. Donc, cette étude ne peut ne pas répondre donc, à la réalité. Donc, dans ce cas, on est obligé donc d'apporter donc des corrections. Ces corrections doivent se poursuivre donc jusqu'à l'obtention donc d'un bon résultat. Un exemple donc ici, je vais encore zoomer pour que vous voyez bien. Voilà. Donc ici, si on avait donc, on a fait donc l'essai au cône d'Abrams. Donc en réalité, donc nous, au départ, on souhaitait avoir un affaissement qui est égal à 9, ici par la 9, ok? Et que, au lieu donc, alors, je reprends donc ici, donc si on a un affaissement donc souhaité donc qui est égal à ça, donc c'est théorique ce que nous voulons. Alors ici, l'affaissement, la quantité d'eau que nous allons corriger donc ici, ok? Nous allons voir donc la quantité d'eau que nous allons mettre donc pour avoir donc la bonne quantité pour avoir donc le bon résultat. Donc ici on a l'affaissement obtenu. Donc au lieu d'obtenir donc un affaissement donc souhaité ici qui est de 9, on a un affaissement qui est égal à, par exemple, donc ici ça fait 6. Donc on a un affaissement de 6. Donc on a une correction à faire. Donc on a une correction à faire. Donc ici l'eau utilisée au départ donc c'était ça et l'affaissement obtenu donc est égal à ça. Donc pour connaître donc la correction en eau, donc on trace donc cette courbe là parallèlement aux deux courbes, ok, et on projette ici donc l'affaissement souhaité, on le projette. L'intersection va nous donner donc, ici, donc la quantité donc d'eau qu'il faudra apporter donc pour avoir l'affaissement donc qu'on souhaite. Donc c'est comme ça qu'on corrige donc l'affaissement, ok. Je reprends. Dans l'étude théorique, on souhaitait avoir un béton avec un affaissement par exemple donc de 9. Mais en réalité, quand on a fait le ménage et qu'on a amené donc, on a pris l'échantillon, on a fait les essais, on a trouvé un affaissement donc, qui est par exemple donc, de 6 ici, avec une quantité d'eau donnée. Donc, pour que l'affaissement retourne, donc, soit égal à ce que nous souhaitons, ok? Donc, on utilise donc ces abacs-là, on projette l'affaissement souhaité et l'intersection entre l'affaissement souhaité et la courbe intérieure ici va donner donc la quantité d'eau en réalité qu'on doit mettre pour obtenir donc cet affaissement. Voilà. La teneur en eau, donc ça c'est des définitions, donc je crois que c'est extrait donc de l'euronorme NF206. La teneur en eau, donc l'eau d'apport plus l'eau déjà contenue dans et à la surface donc des graines là. Donc toutes ces eaux là donc participent donc au mélange. Et des additions donc utilisées sous la forme donc de suspension ou toute eau
résultant de l'ajout donc de glace ou de chauffage donc à la vapeur. L'eau efficace, donc la différence entre teneur en eau et l'eau efficace, c'est la différence entre la quantité d'eau totalement contenue dans le béton frais et la quantité d'eau absorbable donc par les granules. Teneur en eau efficace, voilà. Donc d'autres définitions, le rapport eau sur ciment, c'est le rapport en masse. Donc ça c'est un rapport, c'est pas volumique, c'est un rapport en masse de la teneur en eau efficace à la teneur en ciment, donc dans le béton frais. Donc le rapport eau sur ciment, donc dans les définitions, le terme rapport donc sur ciment peut être remplacé par celui de rapport eau sur lien efficace. Eau efficace donc sur ciment plus addition. Donc ce rapport-là, donc E sur C donc peut être remplacé donc par eau efficace sur ciment plus K fois les additions. Si vous regardez le tableau donc, que nous avons vu donc, tout à l'heure donc, sur les classes d'exposition, ainsi de suite, vous avez donc qu'on appelle, vous avez donc cette ligne-là, eau efficace donc sur lien équivalent. Donc c'est C fois K fois A, KA. Donc le lien équivalent, donc c'est égal à C plus K fois addition. Lien équivalent. Voilà, donc ça est là. Je n'ai pas vu la formule. Donc la formule est là. Le lien équivalent, donc c'est quantité de ciment plus K fois la quantité d'addition. Donc la correction sur la quantité de ciment. Donc, vous avez vu donc la correction sur la quantité d'eau. Et ici, donc c'est la quantité, donc la correction sur la quantité de ciment. Alors, comment on obtient ça? Lorsque, donc généralement, donc ça, on l'obtient lorsqu'on fait donc les essais donc, sur le béton durci. Donc, les essais sur le béton frais, donc ça nous permet donc d'apporter donc la correction sur l'eau, sur le béton frais. Sur le béton frais, donc ça nous permet d'avoir donc la quantité, la correction sur la quantité. Maintenant, pour le béton durci, donc ça nous permet d'avoir donc la quantité, donc la correction donc sur la quantité de ciment. Lorsque la résistance obtenue donc au 28e jour d'âge diffère de la résistance souhaitée, il convient donc d'apporter une correction sur le dosage en ciment. Donc, vous avez dit, on a fait un essai au slum test, donc c'est pas bon, on a corrigé. Ensuite, les essais donc au 28e jour, si ça ne marche pas aussi, donc il va falloir corriger. Okay? Donc là, on vous dit donc il faut corriger donc la résistance, donc le dosage en ciment. Alors, si C réel et E réel donc sont les dosages initiaux en ciment et en eau effectivement utilisés pour la confection du béton, il est possible d'écrire en fonction donc des résultats obtenus ou des résultats souhaités, deux équations résultant donc la formulation donc selon Bolomé. Donc ici vous avez donc à partir des essais et ça c'est ce que nous souhaitons avoir. Ok, donc ça c'est ce qu'on a obtenu donc à partir des essais. À partir de là donc on peut en combinant les deux équations donc on peut obtenir donc ici la résistance désirée sur la résistance donc obtenue sur les essais donc est égale à cette forme là. Donc à partir de là on peut donc tirer donc ici la quantité donc de ciment donc corrigée donc qu'il faudra apporter pour avoir la bonne résistance donc désirée. Donc vous retenez bien donc ici pour connaître donc la quantité de ciment qu'il faudra, on va prendre donc le rapport plutôt corrigé donc sur c'est corrigé sur corrigé. Donc cette quantité là donc ça va être égal à le rapport là multiplié par ça plus 0,5. Ça va donner exactement la quantité de ciment qu'il faudra corriger donc qui est là. Donc pour avoir donc la résistance désirée. Alors, nous savons aussi en réalité donc la correction sur la quantité de ciment. Donc, il faut faire donc des essais. On peut aussi donc si donc les formules de l'Eurocode 2, nous allons le voir donc. Donc, la résistance à la date T, donc T étant la date en jour, est égale à donc FCM de T moins 8 MPa. Donc, lorsque vous avez l'âge du béton donc fabriqué donc est compris entre 3 et 28 jours. Maintenant, quand c'est supérieur à 28 jours, on prend toujours FCK de T va être égal à FCK. Or, nous, ce que nous faisons, donc généralement, donc avant, on n'attend pas le 28e jour d'art pour faire les essais.
déjà à 7 jours, à 14 jours ou 15 jours, donc 21 jours, on fait des essais. Donc à partir de là, donc, nous savons qu'à 28 jours, on doit avoir FCK. Donc si à 21 jours, on obtient une résistance donc, FCK donc, avec une certaine valeur, on peut dire qu'en réalité, donc, si on continue comme ça, donc, avec les prévisions, on peut avoir donc la résistance escomptée, donc 28e jour d'âge. Sinon, donc, dès à présent, donc, si c'est pas bon, on est obligé donc de corriger, on n'attendra pas donc le 28e jour d'âge. Donc ça, c'est l'utilité. Ok. Alors, pour l'eurocode 2, vous avez donc le FCMT là, bien sûr, la formule, donc c'est égal à FCMDT, facteur est égal à exponentielle de S, facteur de 1 moins racine de 28 sur T, fois FCM. Donc FCM donc, étant égal à FCK, donc plus 8. Vous voyez donc ici, il y a la présence du coefficient de durcissement. Donc ce coefficient-là donc, tient compte donc, du type de ciment. Vous voyez donc ce coefficient-là, donc ça dépend du type de ciment. Ce qui n'était pas bien défini dans les règles Bayer au départ. Donc ici, en fonction du type de ciment, est-ce qu'on a des ciments 42,5, est-ce qu'on a des ciments 52,5, est-ce qu'on a des ciments 32,5, est-ce qu'on a donc le CMTL, et ainsi de suite. Ok. Donc en fonction donc des cimages donc pour faire le béton, on a donc l'évolution donc de la résistance du béton qui peut différer. Ok. Voilà. Donc ça c'est très important. Vous pouvez le faire donc en réalité donc on a trois classes de durcissement, trois classes donc classe résistance rapide, normale et lente. Ok. Tout est classe donc ici comme je vous le dis toujours. La correction donc sur la quantité de ciment, ok. L'augmentation ou la diminution de la quantité de ciment conduit à une augmentation ou une diminution donc de la quantité de fine. Donc la quantité de fine. Il convient donc pour conserver donc la maniabilité du béton de compenser l'augmentation ou la diminution du volume absolu du ciment delta VC par une diminution et une augmentation donc, du volume donc, de sable. Donc le sable et le ciment, donc c'est deux éléments qui ont les grains de la presse. Donc si les grains de l'approche, donc si on diminue la quantité de ciment, donc par conséquent on doit augmenter la quantité donc de sable. Ça veut dire. Donc ici on vous dit d'où une ultime correction sur le réseau en sable S corrigé donc va être égal à la quantité de sable plus delta S. Et le delta S donc, est obtenu donc, par cette formule-là. Okay. Donc delta S, donc ici, comme delta S va être égal à moins delta C, puisque la quantité de ciment va être remplacée par la quantité donc, de sable. Donc delta de VS va être égal à moins donc, C corrigé. Donc ça va être égal à C moins C corrigé moins C réel, donc c'est rho C. Okay. Donc à partir de là, donc, on connaît donc ici la quantité delta S, donc qui va être égal à volume. Donc volume, donc on prend ces deux équations-là. Okay. On prend ces deux équations-là, donc on fait le rapport. Okay. Donc on va obtenir donc la quantité de sable va être égale à moins C corrigé, donc moins serré, donc facteur de delta 2 plutôt rho S moins plus rho S point S et rho S C. OK? Parce que c'est le volume qu'on a transformé en masse en réalité. Donc, si c'est le volume qu'on a transformé en masse. OK? Donc, la masse est égale à volume fois rho. OK? Ce qui est là. Donc, la masse de sable va être égale à donc, le volume. Le volume, donc, c'est le rapport. Donc, ce qui est là. OK? Compris donc par la masse spécifique donc, du sable. Okay, voilà. Alors, donc ici, la correction sur la qualité des graines là, la quantité de graines là. L'objectif donc de cette correction est de vérifier que la quantité de matériaux utilisés aboutit bien donc à la formulation d'un mètre cube de béton et que par conséquent, il n'y a ni surdosage ou sous-dosage donc de ciment. Donc, lorsque la masse volumique apparente réelle du béton
gamma est différente de la masse volumique donc apparente, donc théorique. Donc, vous avez vu, donc j'ai dit, lorsqu'on fait la formulation, donc on fait les essais, on doit mesurer, donc on doit peser notre béton. Donc, on a vu donc la valeur théorique tout à l'heure, on avait calculé 2389 comme ça. OK, donc si en réalité, donc on fait la formulation et qu'on pèse ce béton-là et que ce béton ne mesure pas donc 2389, donc il y a des corrections à faire. OK. Donc, si lorsque la masse volumique apparente réelle du béton est différente de la masse volumique apparente théorique de la formulation, donc il convient donc d'effectuer une correction sur les quantités donc de grains-là. Donc, c'est les quantités de grains-là qui vont faire évoluer donc très vite donc la masse volumique, pas le sable. Donc, c'est les quantités de grains-là. Donc, si l'on trouve par exemple donc G est égal à 2307, 2370, 2,37 kg par mètre cube, il faudrait que la masse totale donc, de béton décomposant d'après la formulation calculée pour 1 mètre cube donc, soit égale à ça. Donc, il faut que la masse volumique donc, soit égale à 2370. Si elle est inférieure, cela signifie que la formule proposée ne fait pas tout à fait 1 mètre cube. Donc, ça veut dire que la formule que nous avons proposée donc, ne fait pas 1 mètre cube de béton. Okay. Il en résulte donc un béton surdosé par rapport donc au ciment, par rapport au dosage en ciment prévu réciproquement. Donc, quand vous avez si donc, la valeur est supérieure. Okay. Donc, il faut apporter donc, la correction donc, sur le gravier. Pas, donc, ouais, donc, correction sur le gravier. Donc, vous allez avoir ici, comment on appelle, la correction sur le gravier 1. Donc, ça va être 1000 fois delta. Delta étant donc la différence. Delta ici, moins P, donc fois P1. Donc, pourcentage volumique. La correction se fera automatiquement comme ça. Ok, donc, c'est la même chose en réalité. Donc, c'est sur le sable, donc le gravier 1 et le gravier 2. Ok. Voilà. Delta M, donc c'est celui-là. C'est la différence entre la valeur théorique et la valeur obtenue et la valeur théorique. Voilà, donc ça c'est un exemple donc, tiré donc, du livre de Jean Festa et de Georges II. Je vous explique. Hein. On confectionne des éprouvettes et le mesure donc la densité réelle du béton, delta. Si l'on trouve une valeur différente, donc la valeur théorique, donc ceci, il faut donc apporter donc une correction sur les poids de grains là. Supposons que l'on trouve par exemple 2,32. Donc la correction, donc ce sera donc ça, si bien sûr on l'amène donc en mètre cube, kilogramme par mètre cube, donc ça fait 1000 donc fois 2,32 moins 2,395. Donc ça nous fait donc un delta donc, qui est négatif. Okay. Donc c'est la quantité donc il faudra soustraire. Ah, c'est la quantité plutôt qu'on va augmenter. Delta 0, donc delta 0 est égal à 2, c'est la valeur théorique. Et la valeur donc on a trouvé, donc c'est ça. Donc on fait valeur trouvée, donc moins valeur théorique. Ok. Donc ça nous donne ici, donc ça nous donne ici, pour le sable, donc ici on voit que la différence donc, est égale à moins 75 kg de grains là. Donc pour le sable, ça sera égal à, en tenant compte donc de le pourcentage volumique, hein, le sable, donc on va voir aussi donc 36%, donc fois 75. Ici, ça sera 64% fois 75. Donc c'est les éléments qu'il faudra apporter. Donc ici, vous allez avoir donc on obtiendra donc pour le sable, donc ça sera si on regarde donc le dosage en matériaux secs seront donc en kilogrammes, donc pour le gravier, le sable, donc on a 253 donc fois 100, ça donne ça. C'est la valeur originale. Donc c'est ça qui a donné donc les 2,395. Donc c'est la valeur théorique qui est là. C'est la valeur théorique qui est là. Maintenant, lorsqu'on trouve, on fait donc les essais et le posage et qu'on trouve une valeur donc qui est égale à 2,32, donc il faut apporter donc la correction. Okay? Donc on va ici, on va prendre donc 643 donc qui est là, moins les 27.
donc de sable qui est là. Et ça nous donne la quantité de sable. Ensuite, on va prendre 75 fois 64%, donc ça nous donne moins 48. Donc on enlève donc des graviers. Et vous faites la somme, vous voyez, donc on trouve donc ici l'eau corrigée, donc aussi, bien sûr, la quantité d'eau corrigée. Vous voyez donc ici, on trouve ici 2301, 2310 qui est proche donc de 2320 par rapport à l'autre. Okay. Donc c'est comme ça qu'on fait donc la correction donc sur la masse volumique. Vous voyez donc c'est pas du tout facile donc c'est pas du tout facile donc faut être prudent. Il faut être prudent. Quand on fait de la formulation, vous devez faire donc des essais et les essais donc doivent être réparés. Donc s'il y a des problèmes, donc si on fait des essais qu'on trouve donc des valeurs qui à quoi on ne s'attend pas, donc il va falloir faire souvent faire des réparations. Alors il faudra savoir quel type de réparation vous allez faire. Si vous faites donc euh, si vous avez donc des problèmes sur le slum test, vous savez donc il faut faire le dosage en eau. Si vous avez donc des problèmes au niveau donc du dosage en résistance, donc vous savez donc c'est le ciment qu'il faudra la quantité de ciment qu'il faudra vérifier. Si vous avez des problèmes, par exemple, en pesée, donc masse volumique du béton, alors c'est les granulats. Donc, c'est les granulats qu'il faudra toucher. Voilà. Alors, d'autres méthodes aussi donc, de déterminer très rapidement donc, la composition granulaire, donc ces abacs de Dre. Alors, on a ici on a deux types de béton. Vous avez donc pour le béton D max, c'est égal à 12,5. Hein. C'est un béton on va dire, donc pas très lourd. Donc, vous avez la première des choses, il faut voir dosage en eau. Il y a dosage en eau avec adjuvant. OK? Donc, première des choses, donc, il faut fixer donc, la plasticité. Donc, toujours, c'est l'élément essentiel. Donc, il y a la résistance, mais aussi donc, il y a la plasticité. Donc, c'est les deux éléments essentiels. On cherche donc ici, voilà, donc ici, on cherche le numéro 1, on cherche donc la plasticité. Ensuite, on projette donc sur la résistance. Puisqu'on connaît donc le projet, on connaît donc la résistance que nous voulons avoir. L'intersection entre cette droite-là et les droites paramétrées donc, de résistance va vous conduire, donc si vous projetez comme ça va vous conduire donc, à connaître donc, la quantité donc, de volume donc, de matériaux vous devez avoir besoin. Vous devez avoir besoin donc, de gravier 1, donc sable, et de gravier 2, donc voilà, qui est de 5,18. Okay. Ensuite, vous revenez donc ici, vous avez donc les graviers, volume des graviers, de sable. Hein, donc maintenant, il faut connaître donc, la quantité d'eau. On sait que donc, si on connaît la quantité d'eau, on connaît forcément la quantité de ciment. Donc, vous revenez donc ici, vous faites l'intersection, vous revenez donc ici. Donc, si l'eau, si vous faites le dosage sans adjuvant, donc vous prenez cette courbe-là. Et donc, l'intersection, vous revenez comme ça et vous projetez comme ça. Et là aussi, donc, ça dépendra donc de l'état d'humidité donc, de vos graines là. Si vous avez des graines là, par exemple, mouillées, on vous dit donc la quantité, donc la quantité d'eau, ça va être égal à ce point-là et vous projetez donc parallèlement ici. Donc, vous allez avoir, donc ici, je vais vous zoomer. Bon, ça ne bouge pas. Donc, vous projetez entre ce point-là et ici. Okay, donc, ça va vous donner donc, la quantité d'eau qu'il faudra. Donc, ouais, donc ça fait 80 à peu près. Si les types de gravier, de graines ont été tout simplement humidifiés, donc la quantité d'eau, ça va être égal à 130 et quelque chose. Donc, ça va être supérieur. Donc, l'intersection entre ces droites-là et la courbe. Donc, c'est comme ça qu'on détermine donc très rapidement. On a les gravions, et puis on a les granulats, et puis on a l'eau, et puis on peut avoir donc le ciment. Si le diamètre est aussi égal au béton courant, ici, 20 mm. Donc ici, vous avez vu, donc on a un béton fin, et puis on a un béton courant. Okay? C'est la même démarche, Mais ici, vous voyez, donc au-delà donc, de 400, on met provisoirement, donc, on met probablement donc, des adjuvants. Donc, au-delà de 400 MPa, on met donc des adjuvants. Il faut être prudent donc, à ce niveau. Donc, ça, c'est les abacs qui ont été dressés donc, par Dregoris. Voilà. Donc, c'est le même type de diagramme, mais je crois donc ici, c'était mieux fait. Donc, j'ai voulu juste montrer les deux. Donc, ici, on a béton aussi, donc toujours béton fin, 12,5. Et puis, voilà. Donc, on peut déterminer donc, les éléments concernant donc, les graines là, et puis l'eau, la quantité d'eau. Béton 20 aussi, donc c'est la même chose. Donc,
Donc, béton de 40. Donc, vous avez donc, c'est des courbes paramétrées. Donc, si vous allez vite, vous pouvez aller donc prendre ça et faire effectuer les essais et puis corriger au fur et à mesure. Voilà. L'autre paramètre aussi très essentiel, c'est le bétonnage par temps venteux. Donc, lorsqu'il fait du vent, donc, vous serez dans certaines conditions donc, obligé donc, d'arrêter donc, en tenant compte donc, des possibilités donc, d'évaporation. Je prends cet exemple-là ici. Donc, vous avez comment lire ce diagramme-là. Donc, vous voyez ici. Premièrement, donc, on détermine la température de l'air. La température de l'air donc, se trouve là. Deuxièmement, on va déterminer donc l'humidité relative de l'air. Donc, l'humidité relative donc, de l'air se trouve là. OK. Troisièmement, la température à la surface du béton, donc c'est cette partie-là. Quatrièmement, la vitesse, donc la vitesse du vent sur site. Donc là, vous faites le bétonnage et là. Ensuite, on termine donc par la vitesse d'évaporation de l'eau donc à la surface du béton. OK. Donc je reprends. Ici, la première des choses, donc, se connaître la température de l'air. Ensuite, on projette donc sur les courbes paramétrées donc, de l'humidité de l'air. Donc, supposons donc comme ici, on est donc une température de l'air est égale à 21 degrés. On projette donc sur la courbe de l'humidité donc qui est de 30%. OK, de 30%. Donc, on continue comme ça. La température à la surface du béton, donc température de chantier en surface, donc température du ciment en surface. OK. Supposons que donc la température donc, du béton en surface est de 27 degrés. On descend, OK. On regarde donc la vitesse de l'air. Donc ici, on a la vitesse de l'air, donc vitesse du vent donc, qui est égale à 40 km/h. Donc cela nous produit donc sur ici donc la vitesse d'évaporation. On dit donc qu'on a à peu près donc c'est 1,5 donc litres par mètre carré par heure. Donc c'est la vitesse d'évaporation. Donc on aura ici donc 1,5 litres par mètre carré et par heure d'évaporation. OK? Donc, normalement, donc, on vous dit donc, lorsque la vitesse d'évaporation va dépasser 1 litre par mètre carré par heure, il faudra arrêter le bétonnage. Il faut attendre que le temps soit clément donc, pour poursuivre le bétonnage. Sinon, donc, vous allez perdre beaucoup d'eau du béton en surface. Et ça va conduire donc à la fissuration. Voilà. Deuxièmement, donc, on a exemple de oui, donc c'est l'exemple qui est traité. Hein. C'est l'exemple là qui est traité. C'est ce que nous venons de voir ici. Donc ça, c'est comment lire donc, le diagramme. Et puis, donc, à partir donc, de ce qui est là, donc, on a déterminé donc, les paramètres qui sont là. Vous pouvez aussi, donc, vous aussi, donc, prendre ça comme un exemple d'application. Vous vous donnez donc ici la température de l'air. Vous produisez donc sur l'humidité relative de 50. OK. Ensuite, vous prenez donc la surface température donc, du béton à 40 degrés. Vous produisez donc sur les 40 degrés et vous descendez. OK. Même 40 degrés, donc on n'en a pas. Hein. Ici, c'est 38, donc c'est la valeur maximum. Donc, j'aurais dû mettre donc, 38 degrés. OK. Et si vous produisez donc avec la vitesse étant égale à 24, donc vous pouvez déterminer donc, la vitesse d'évaporation. Si c'est supérieur à 1, ça veut dire qu'il faut arrêter le bétonnage. Dans le cas contraire, donc on pourra tolérer. Ça, c'est l'exemple 2 aussi. Hein. L'exemple 2 aussi, donc l'humidité relative, température de l'air 17 degrés, l'humidité relative 40, température à la surface du béton 27 et puis vitesse de l'air 24, ainsi de suite. Donc, ça vous permet donc d'obtenir donc ici la vitesse d'évaporation. Donc, ça veut dire qu'il faudra arrêter le bétonnage. Hein. Voilà. Donc, il y a danger lorsque la vitesse d'évaporation est supérieure à 1 kg donc, par mètre carré par heure. Alors, donc cela dit, donc il y a si votre formulation du béton donc est OK, donc vous serez obligé donc à tout moment donc de faire le contrôle donc de votre béton sur chantier. OK? Fréquence minimale donc d'échantillonnage, donc échantillon que vous prenez donc pour faire donc le stream test et faire aussi ces d'écrasement sur béton durci. Donc lorsque vous avez une production initiale pour les premières 50 mètres cubes de production, vous prenez 3 échantillons.
Donc, jusqu'à ce que 35 résultats donc d'essai au moins donc aient été donc obtenus. Donc, prenez donc 3 échantillons. Donc, au-delà de 50 mètres cubes, donc on vous dit un échantillon donc tous les 200 mètres cubes ou 2 échantillons donc par semaine donc de production. Donc, toujours il faut être là à contrôler donc votre béton. C'est ce que j'avais dit donc au départ, donc pour les questions de durabilité, donc il est important donc de veiller donc à l'autocontrôle, donc à l'inspection, à la vérification, donc tout ça. Alors, donc, si vous avez plusieurs résultats, donc, comment prendre, donc, comment savoir, donc, les bons résultats, donc, de vos essais et comment prendre, donc, la bonne résistance aussi. Donc, c'est ce tableau-là, donc, permet, donc, d'avoir, donc, ces éléments-là. Supposons que vous soyez en production initiale et que le nombre N de résultats d'essais, donc, de résistance dans le groupe est de 3. Donc, on vous dit, premier critère, donc, normalement, il y a 3 critères, je crois. Premier critère, on vous dit pour que, critère numéro 1, la moyenne des N résultats doit être supérieur donc à FCK plus 28 pour que votre béton soit acceptable. Donc, si vous avez un FCK, vous souhaitez avoir un FCK est égal à 25 MPa, donc vous prenez donc trois échantillons par exemple, donc échantillon 1, 2, ainsi de suite. Donc, quand vous faites la moyenne de ces 3 échantillons-là, la moyenne doit être supérieure donc à 29, c'est-à-dire 25 plus 4. Mais aussi, le critère numéro 2 nous dit que chaque résultat individuel, donc, au moins donc chaque échantillon écrasé, donc parmi les 3 là, doit avoir au moins un résultat donc, qui est supérieur donc, à 25 moins 4, donc ça fait 21 MPa. Donc, c'est des valeurs qui encadrent, valeur maximale, valeur minimale. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Valeur moindre, c'est la valeur maximale, et la valeur critère, comment on appelle, critère 2, donc, nous donne ici donc, la valeur minimale pour chaque échantillon. Donc, ça veut dire que s'il y a un échantillon qui sort, qui au lieu d'obtenir donc 21 MPa, donc dans le cas qu'on a cité tout à l'heure, si on a un échantillon qui a 20 MPa, donc ça veut dire que ce n'est pas un bon échantillon. C'est un peu l'écarter ou bien on peut dire que notre béton n'est pas acceptable. Donc, il faut que le béton soit conforme. Okay? Voilà. Donc, pour confirmer que chaque formulation appartient donc à la famille, la moyenne de tous les, voilà, de tous les donc, résultats d'essai bruts FCM pour une formulation unique sera évalué donc ce critère 3. Le critère 3, donc il est là. Nombre NDC donc de résistance pour un béton particulier. Donc, si vous avez 2, on vous dit moyenne de tous les résultats donc d'essai brut FCM pour un béton particulier donc doit être supérieur donc à FCK moins 1. Ici, quand on fait donc 3 résultats, 3 essais, donc c'est FCK plus 1, ici, ainsi de suite. OK, donc, voilà, donc ici, pour 5, on a FCK plus 2,5. Et 6, on a FCK, donc, plus 3. Critère de confirmation pour les formules donc, individuelles. Vous avez donc ici, donc, si c'est trop grand, vous prenez donc les cartes types. Hein. Quand vous avez le nombre d'échantillons donc, est très grand, vous prenez donc les cartes types au lieu de donc, dire FCK moins tel, ainsi de suite. OK? Initialement, l'écart type doit être estimé donc à partir de 35 résultats. Donc, si le nombre est grand, que vous avez donc 35 résultats, vous devez faire donc le calcul à l'écart type, donc avec l'écart type. Donc, à partir de 35 résultats d'essai consécutifs obtenus donc sur une période supérieure donc à 3 mois et présentant donc une période de production pendant laquelle la conformité doit être vérifiée. Cette valeur doit être prise comme estimation de l'écart type sigma de la population. La validité, donc la valeur retenue, doit être vérifiée durant la période. Deux méthodes pour affiner donc l'estimation de la valeur sigma sont permises. Donc le choix de la méthode doit être fait donc au préalable. Méthode 1, la valeur initiale de l'écart peut être appliquée pendant la période consécutive où la conformité doit être vérifiée. Pourvu que l'écart donc des 15 derniers résultats, donc S15 ne dévie pas donc significativement donc la valeur adoptée pour le calcul. Ceci est considéré comme valide
dans la mesure où donc, vous avez sigma S15, donc S15 est comprise entre 0,63 sigma et 1,37 sigma. Lorsque la valeur de sigma de S15 se situe en dehors donc, de ces limites, une nouvelle valeur donc, de sigma doit être déterminée à partir de 35 résultats donc, d'essai. La deuxième méthode, donc la nouvelle valeur donc, de sigma peut être estimée à partir d'un essai continu et cette valeur donc, est adoptée. Donc la sensibilité du système doit être au moins égale à celle de la méthode 1. Une nouvelle estimation de sigma devra être appliquée donc, pour la nouvelle période donc, de variation. Donc, voilà, donc pour les grandes productions, donc le nombre d'essais que vous faites, donc c'est beaucoup. Le nombre d'essais donc est beaucoup. Ok. Donc, il faut être prudent. Donc, lorsque le nombre d'échantillons donc est supérieur donc à 15, donc vous êtes obligé donc de calculer donc selon l'écart type. Ok. Voilà. Donc, pour l'écart type, je vais vous renvoyer donc à votre cours de probabilité, je crois. Donc, vous regardez donc le cours de probabilité. Donc, vous allez donc trouver donc des éléments donc à ce niveau-là. J'ai pas voulu le faire ici parce que on va le voir donc en béton armé aussi. Donc, il ne faut pas que je surcharge beaucoup donc ce cours-là. Voilà. Donc, grosso modo, donc voici donc le cours terminé. On rappelle. Donc, dans ce cours-là, donc nous avons vu les classes d'exposition. Donc, selon l'Eurocode 2, les classes d'exposition selon le fascicule de documentation P18-11. Ces classes d'exposition-là nous ont permis de connaître donc, la résistance minimale indicative, donc dans les deux cas, donc du béton. Et connaissant donc cette résistance indicative, donc, qui est très essentielle, donc, va nous permettre de déterminer donc, les autres éléments donc, du béton. Ensuite, on a vu aussi donc, bien sûr donc, les 16 classes de résistance. On a vu aussi donc, les 6 classes de slump test. Donc S1 jusqu'à S6. OK? Donc l'affaissement au cône d'Abrams, on a vu ceci, qui intervient donc pour déterminer donc, la quantité de ciment. Donc, la quantité, le slump test et la résistance donc, nous permettent de déterminer donc, la quantité donc, de ciment et d'eau. Ensuite, comparé donc à ça, donc, on a les valeurs indicatives minimales donc, des teneurs en lien dans les normes. Donc les deux normes, NF206 et FD P18 donc 01. Donc ça, c'est des valeurs donc, minimales indicatives données dans les normes. Dans tous les cas, nous, quelle que soit donc, la formation que nous allons faire, donc, on ne doit pas descendre en deçà donc, de ces valeurs minimales. Donc, on a la quantité de ciment par les deux normes. Donc, ça nous permet donc de déterminer donc, les autres composants. Bien sûr, donc, il y aura les corrections à faire donc, sur les quantités de ciment, ainsi de suite. Okay? Donc, la formule de Boltzmann nous permet d'avoir donc, la correction sur l'eau, la correction sur le ciment et puis la correction sur Dmax. Une fois qu'on aura terminé avec ça, donc, on va faire la formulation, on va faire la confection d'un béton. Et si le slump test n'est pas bon, donc on doit corriger, donc la quantité d'eau. Si la résistance aussi n'est pas bonne, on doit corriger par la quantité d'eau, la quantité de ciment plutôt. Si la résistance n'est pas bonne, c'est la quantité de ciment. Et si la masse volumique n'est pas bonne, on doit corriger par la quantité de matériaux granulaires, donc sable ou ciment. Donc, grosso modo, donc voici donc, ce que vous devez connaître pour le béton. Il faudra donc relire, donc prendre pause, donc et essayer de bien comprendre. Donc, comme ça, prochainement, dès qu'on se verra, vous me posez vos questions, je vais essayer donc de répondre. Voilà, merci de votre attention. Donc, si j'ai oublié des choses, je vais les ajouter donc après en annexe par rapport à ce chapitre-là qui est très important. Merci.